Hello les rois, c'est Kaking. On se retrouve dans la joie et dans la bonne humeur pour la review hebdomadaire. Aujourd'hui, on va traiter du chapitre 398 de Hunter x Hunter. L'avant-avant-dernier chapitre de cette vague et qui aura su nous surprendre. Mais ce que nous avons lu jusqu'ici n'est rien par rapport à ce qu'il se prépare. Dans ce chapitre, Togashi amorce enfin l'attaque contre le clan Ei. Nous sommes encore à l'aube d'une grande guerre qui a d'ailleurs commencé il y a 40 chapitres de cela. Alors je vous propose de nous lancer dans l'analyse de ce merveilleux chapitre. Le chapitre se place dans la continuité des précédents si on exclut le flashback que Nobunaga nous aura offert sur un plateau. Ce flashback qui d'ailleurs paraîtra un peu hors sujet par rapport à la situation actuelle, ce qui nous plongera dans une paranoïa inhabituelle. Et oui, en effet, un flashback c'est supposé rendre les événements d'une fiction plus faciles à appréhender et nous faire comprendre de manière fluide l'origine de la situation actuelle. Sauf qu'ici, le flashback nous raconte ouvertement la fondation de la Brigade Fantôme, alors que celle-ci s'apprête à anéantir le clan Ei et se venger sur Hisoka. Ainsi, si l'auteur semble trouver nécessaire de nous montrer cela maintenant, c'est que la brigade se rapproche dangereusement de l'apogée de son écriture. Attention, ça ne signifie pas qu'ils vont tous mourir prochainement. Non, ça signifie que les événements futurs vont se concentrer sur eux pour achever leur développement et les exclure petit à petit de l'intrigue. Donc il est naturel de croire qu'il s'agit là de l'ultime acte de la brigade. Cependant, il est encore difficile de cerner vers quoi leur développement va converger. Plus les événements avancent, plus on se rapproche du chaos, dont l'araignée est la reine. Ainsi, comme à son habitude, elle tisse sa toile petit à petit pour écrire son œuvre ultime. L'extermination du clan Ei a donc une symbolique toute particulière. Et oui, effectivement, quand on les voit à la fin du flashback, prêts à tout pour s'adonner à un rôle de monstre sanguinaire, on est en droit de les comparer au clan Ei, qui ne vit que dans un désir de destruction du monde. Si la brigade s'était adonnée à ce rôle, c'était avant tout pour renforcer la crainte envers Meteor City et dissuader les gens de s'approcher de l'étoile filante. Mais il semblerait qu'à force de commettre des crimes et se comporter en monstres, ils soient devenus des monstres eux-mêmes. En effet, les pattes de la brigade sont différents de Kuroro sur ce point-là. Ils n'ont pas son talent pour calquer sa personnalité sur un rôle précis, car ils ont déjà chacun une personnalité qui leur est propre, contrairement à Kuroro qui ne voit le monde qu'à travers une vitre et observe avec passion ce qu'expriment et ressentent les autres, lui donnant envie d'être comme eux et de se créer des personnalités. Ainsi, pour altérer leur comportement, les pattes de la brigade n'ont pas pu appliquer de filtre sur leur personnalité et n'ont fait que transformer la leur pour suivre Kuroro. Ainsi, en perdant Uvogin, Pakunoda, Charnel et Korutopi, la brigade souffre réellement, contrairement à un Kuroro qui ne souffre qu'à travers le rôle qu'il s'est fixé, celui d'un poète nihiliste vivant pour anéantir la société dans son ensemble. Le parallèle semble se dessiner de plus en plus. Morena, à l'instar de Kuroro, aurait poussé des gens, grâce à son haine, à rejoindre sa cause. Reste encore à déterminer s'il s'agit vraiment de sa personnalité contrairement à Kuroro. Je le pense vraiment et c'est en s'appuyant sur cette différence que la brigade va être amenée à une réelle réflexion sur eux-mêmes et sur leurs origines, ce qui va les conduire à l'apogée de leur écriture. Pour être clair, Morena interprète le rôle qu'ils se sont eux-mêmes fixés 10 ans auparavant, un rôle qui les aura fait souffrir et dont ils regrettent quelque part de s'être donné, car désormais, Meteor City représente de moins en moins de choses à leurs yeux, car ce qu'ils défendaient jusque-là, c'est la Meteor City du passé, et pas celle du présent. Bref, je pense qu'exterminer le clan Ei est une manière pour les Rangers jaunes, bleus et verts de faire leur deuil du passé, et en particulier pour Nobunaga, un personnage particulièrement intéressant que nous verrons à l'œuvre dans ce chapitre dans une collaboration inattendue avec Inrif. Revenons à l'analyse du chapitre. La brigade s'avère finalement beaucoup plus précautionneuse que prévu, en réfléchissant à des méthodes et au fonctionnement de pièges instaurés par le clan Ei. Finks et Nobunaga débattront particulièrement autour du Hatsu qui fait fonctionner le tout. C'est d'ailleurs toujours Nobunaga qui aura le dernier mot et qui aura raison, mais félicitons quand même Finks d'avoir essayé.
Phaeton, lui, jouera le rôle de l'assistant laboratoire en tenant bien en laisse leur humain test, le voisin qu'ils ont réquisitionné. Ils le feront toujours passer par les portes avant eux pour tester le Hatsu en question. Grâce à lui, ils déduiront qu'il n'existe qu'un seul moyen d'activer le piège, traverser la porte principale pour entrer dans la pièce. Par contre, il est possible d'en sortir. L'humain test aura essayé de s'enfuir. On voit bien qu'il ne connaît pas Phaeton. Ils enverront un deuxième humain test, décidément, pour voir si le piège fonctionne à usage unique ou non. La réponse est non. Donc le seul moyen de savoir quel est le danger, c'est de plonger en plein dedans. Inrif et Okeni les arrêteront. Seul Inrif les accompagnera dans cette folle aventure, ayant un plan en tête, tandis que les hommes de Okeni se chargeront de pister les deux membres du clan Ei identifiés par Inrif. Voici le plan de Inrif. Transformer un transmetteur en huître et envoyer quelqu'un pour pouvoir identifier la position du repère du clan Ei en détectant sa localisation. Choisir l'huître n'aura peut-être pas été la meilleure des idées car ça va beaucoup repulser Phaeton et Nobunaga. Peu importe car c'est Inrif lui-même qui va se porter volontaire. Ainsi, comme ça, il prouvera sa bonne volonté et facilitera la collaboration avec la brigade. Il sera rejoint par Nobunaga tandis que Finks et Phaeton se chargeront de détecter la position de la pièce dans laquelle ils vont atterrir. A priori, ce serait entre 50 et 1000 mètres de leur emplacement initial, l'engin ne prenant pas en compte l'altitude. Alors ils doivent juste identifier sa position sur l'axe X et sur l'axe Y et adapter eux-mêmes la position sur l'axe Z. Ainsi, il reste totalement envisageable que la planque ne se trouve pas au niveau 3, mais au niveau supérieur, car il est difficile de l'envisager au niveau 4 et 5. Dans ce cas, il va être difficile pour Phaeton et Finks de se rendre au niveau supérieur sans aide externe. Inrif et Nobunaga atterriront dans une pièce étrange, pleine de sang frais sur le sol. Nobunaga remarquera que la pièce est protégée par du naine, les rendant presque impossible à trancher. Selon lui, si la barrière est si puissante, c'est car l'utilisateur est proche. Maintenant, il reste à déduire le rayon d'application qui permet une telle résistance. Mais il reste probable qu'il soit dans la pièce juste à côté. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un autre effet de la faculté de Voconte, mais celle de quelqu'un d'autre supposé protéger le repère en restant ici. Les deux vont se montrer précautionneux pour l'ouverture de cette porte. Ils tomberont sur une salle de bain, une douche et 3 toilettes. Togashi nous laissera le suspense de l'ouverture de la 6ème porte, nous offrant une vue sur une pièce pleine de linge mis à sécher. Une pièce facile à reconnaître car il s'agira de celle où Mont Blanc et Chiffon de Toto font disparaître les cadavres, sachant que le trio de la brigade avait envoyé 2 hommes avant eux et qu'ils n'étaient pas dans la pièce, alors ça signifie que quelqu'un du clan Ei est toujours dans les parages et les a éliminés, les laissant aux sœurs Toto juste avant l'arrivée d'Inrif. Donc on peut estimer au moins 3 personnes cachées dans cette pièce. Aussi Morena avait-elle dans le chapitre 394 demandé à Oralgi et Yokotani de surveiller l'accès à la planque. Donc on peut supposer que ces derniers sont dans les parages. On sait que Oralgi est niveau 21 et vient d'obtenir un pouvoir de type renforcement, avoir le pouvoir qu'il a développé, mais il ne semble pas encore correspondre à un réel danger pour les 2 nouveaux arrivants. Celui qu'il faudra craindre, c'est Yokotani, un avocat de la matérialisation de niveau 27. Je flaire ici une faculté de type judiciaire qui peut peser les crimes et les faits des uns et des autres et immobiliser les gens à partir de ça. Mais n'est-ce pas tout, car Morena a aussi demandé à Nortor et Soufflé de rejoindre la chambre 3101. Et l'unique accès le permettant est de faire le chemin inverse et passer nécessairement par la salle de nettoyage dans laquelle Nobunaga et Inrif se trouvent. Ainsi, la 7ème porte est l'accès inverse menant à la 3101. Attention à eux, car on est sur un pirate informatique de niveau 28, sûrement celui qui protège le mur d'ailleurs, et un plombier de la matérialisation. Je pense que c'est ce dernier qui a matérialisé les 5 portes menant à des toilettes et à des salles de bain pour créer un accès par les canalisations pour les surprendre par derrière, car j'ai du mal à voir l'intérêt de ces 5 pièces. Mais comment ont-ils pu être au courant de l'intrusion de la brigade ? Eh bien, Soufflé et Nortor étaient certainement déjà dans la 3101 à ce moment-là, et ont certainement entendu le trio de la brigade martyriser le voisin, avant de décider de se replier et avertir les autres pour réceptionner les nouveaux arrivants avec un piège à loup sophistiqué. Donc on est sur beaucoup d'adversaires potentiels qui peuvent poser souci à Inrif et Nobunaga.
Et je pense que plutôt que le combat, c'est la discussion qui va s'instaurer. Et ils vont demander à voir Morena pour discuter. C'est ce que je théorise pour le prochain chapitre, une rencontre entre les trois. Maintenant, pour le reste, je pense qu'on aura le droit à un affront, du moins psychologique, entre les deux membres du clan Ei en vadrouille et le clan Chat. Peut-être aussi une intrusion de quelques membres du clan Ei dans la cachette où se trouve la milice de Tserinich, ce qui nous permettra d'avoir un point d'accroche avec la situation des niveaux supérieurs, dans lesquels le chapitre 400 devrait s'attarder. Pour rappel, Togashi nous avait montré la tête de Kurapika en croquis pour la fin du chapitre, donc on aura peut-être son point de vue au retour d'une attaque de Silent Majority, d'un des soldats de Benjamin ou encore de la milice de Kamiya. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini pour aujourd'hui, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour la review du 399, l'avant-dernier chapitre. N'hésitez pas à rejoindre le navire en vous abonnant et en partageant cette analyse si elle vous a plu. Ciao les rois!